Allez, un petit focus sur l'entraînement. Sur le graphique à gauche, c'est la période générale. Donc on voit que ça a été très irrégulier, donc j'ai eu beaucoup de fatigue et des entraînements qui ont rarement dépassé les 80 km dans la semaine. On voit sur la droite, donc là je suis vraiment dans la période spécifique, normalement en principe, puisque je suis à 1 mois et demi de la course. Et là vraiment j'ai très peu couru. Beaucoup de petits soucis de santé et puis le tendon qui ne me permettait pas de courir comme je voulais. Donc voilà, j'ai pas pu m'entraîner et préparer cet ultra trail comme j'aurais souhaité. Alors aussi, il faut bien comprendre qu'en septembre, octobre, novembre, j'ai eu une forte augmentation de ma charge d'entraînement. En particulier en novembre, j'étais très bien physiquement, j'avais beaucoup d'envie, donc je courais 2 fois par jour quasiment. Et là, c'est vrai que je suis monté même jusqu'à des semaines quasiment à 200 km. Et je suis même sûr, puisqu'on le voit à partir de décembre, j'ai le contre-coup et ça a été une grande erreur dans la préparation. Je l'ai vraiment payé. Alors je vous propose maintenant de nous intéresser à toutes les contraintes liées à l'ultra-endurance, l'ultra-trail. Alors c'est pas forcément une liste exhaustive, mais voilà, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Et par rapport à donc cette western azuréenne, je voudrais revenir sur les différentes rubriques qui sont données ici et les analyser un petit peu avec vous. Donc d'abord l'environnement. Alors évidemment que le point le plus haut de cette western azuréenne n'était qu'à 600 mètres. Donc on n'est pas en haute montagne et ça facilite quand même grandement les choses. Le terrain, c'était plutôt donc des pistes DFCI, assez peu de singles, assez peu de difficultés au final, même s'il y a eu quand même des endroits où c'était technique et ça descendait bien. Mais voilà, globalement, on n'est pas en haute montagne et évidemment que ça aide à mieux appréhender la course. Et il n'y a pas le facteur aussi froid extrême qu'on peut rencontrer en haute montagne. Mais évidemment que le paramètre qui change tout par rapport à des environnements très montagnards, c'est le fait qu'on peut beaucoup plus courir sur un ultra-trail où le ratio distance dénivelé n'est pas aussi important que ça. Par exemple, sur un UTMB, on est autour des 10 000 mètres de dénivelé positif, alors que là, c'était plutôt autour de 5 000, et pour une même distance quasiment. Pour autant, on est parti, donc il faisait quand même relativement chaud, il faisait même plutôt très chaud en fait, puisqu'on est parti à 22h, mais moi je suis parti en collant et j'ai eu très rapidement chaud. Heureusement que j'avais un haut qui était assez léger. Mais il y a eu quand même des variations thermiques pendant la nuit. J'ai eu chaud, j'ai eu plus froid, et ça m'a obligé donc à mettre le coupe-vent que j'avais sur moi. Donc c'était des choses quand même à prendre en compte au niveau de tout ce qui était météorologique. Mais on est parti donc quand même avec un temps plutôt idéal, favorable, pas de pluie. Il a fait beau tout le week-end, donc ça c'était quand même un facteur facilitant entre guillemets. Au niveau de la physiologie, donc tout ce qui est contraintes métaboliques, j'ai suffisamment bien géré ma nutrition pour ne pas avoir d'hypoglycémie. L'hydratation également, mais le vrai souci en fait, c'est que contrairement à ce que j'avais décidé de mettre en place au niveau stratégie nutrition et hydratation, je pensais tourner autour des 50 grammes heure en glucides, et puis autour des 50 centilitres pour ce qui est de l'hydratation. En fait, j'ai complètement fait exploser ce schéma de course, ce schéma stratégique. Dès 1 ou 2 heures de course, j'ai finalement beaucoup plus écouté mes sensations et je suis tombé finalement à une hydratation plutôt autour des 30 centilitres heure qui me suffisait. Et au niveau de tout ce qui était glucides, pareil, j'étais plutôt autour des 20-30 grammes, ce qui est très peu et même voire trop peu.
Mais je pense que j'ai vite en fait oublié mon schéma de course parce que dans la course, comme je me sentais bien et que je ressentais pas l'envie d'apporter des glucides à l'effort, ni même de l'hydratation, j'ai négligé ces points-là. Donc je pense que ça n'a pas du tout aidé. Ensuite, au niveau mécanique, donc tout ce qui est casse musculaire qui peut être engendré par les descentes, en particulier des descentes un petit peu sévères et un petit peu techniques, et il y en a eu quelques-unes. Je pense que j'ai quand même pas mal limité cette casse, mais finalement, le fait d'avoir beaucoup marché, j'ai énormément marché. Pour vous dire, en fait, sur les 162 km à ma montre, j'ai marché peut-être plus de 135 km, ce qui est énormissime. Mais le fait de marcher, donc du coup, ça a limité les impacts, ça les a énormément limités. Et pour les parties où j'ai couru, en fait, j'ai surtout couru très lentement. Et donc, il n'y a pas eu d'oscillation verticale très importante, ce qui fait que j'ai pas eu ce souci de casser des globules rouges avec la force des impacts. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de positif, mais en même temps, ça ne m'a pas permis d'être performant. Évidemment que le fait de beaucoup marcher et de trotter, mais très lentement, ça a fortement réduit la possibilité de finir dans un temps honorable qui aurait pu me permettre de viser une place meilleure. Ensuite, au niveau donc digestif, alors je n'ai pas eu de d'ischémie intestinale, j'ai pas eu de nausées, pas eu de vomissements, dégoût du sucre un petit peu, mais bon, comme j'ai pas apporté énormément de sucre à l'effort, j'ai pas eu ce dégoût. En fait, sur toute la longueur de l'ultra, donc sur ces 37 heures passées sur les sentiers, j'ai pas eu de difficulté à m'alimenter, mais j'ai juste eu le besoin d'avoir des apports finalement fractionnés, mais très peu importants. Et c'est vrai qu'au niveau hydratation, très vite, après une dizaine d'heures, et même un petit peu plus, je dirais au bout de 15 heures, j'ai été plutôt tenté d'aller sur du moitié coca, moitié eau, et puis aussi sur de la Ceinture, parce que je trouvais que c'était agréable au goût. Mais c'est vrai que j'ai complètement abandonné l'idée de prendre les poudres que j'avais dans le sac. Donc j'avais soit de l'Isostar, soit de l'Isoplus de Decathlon, mais j'ai même pas du tout pensé à recharger réellement avec ces poudres-là. Et dès que j'arrivais sur un ravitaillement, j'avais surtout envie de coca. Mais bon, je voulais absolument le mélanger avec de l'eau pour être sûr que ça passe mieux. Alors au niveau contraintes neurologiques, sommeil, vigilance, alors je pensais absolument pas passer 2 nuits blanches. Donc 2 nuits blanches, c'est aussi 2 journées entières en fait à être vigilant, à lutter contre le sommeil. Alors j'ai pas vraiment lutté contre le sommeil, mais j'ai eu des hallucinations, donc j'en reparlerai un petit peu plus tard. Et voilà. Par contre, j'ai eu des moments où je suis vraiment où j'ai ressenti un gros coup de moins bien et où j'ai ressenti le besoin de faire des micro-siestes. Et là, je tiens à remercier énormément Julien, donc mon pacer, qui m'a qui a timé ces siestes, ces micro-siestes. Donc je lui ai demandé de me permettre de m'allonger, de fermer les yeux pendant 5 à 10 minutes. Et ça, il l'a fait très bien. Et alors ça, c'est vraiment une grande découverte pour moi. C'est qu'au bout de ces 5 minutes ou 10 minutes, je sentais vraiment un regain d'énergie et j'étais capable de repartir en étant bien. Donc à aucun moment j'ai eu besoin de dormir pendant 20, 30 minutes, 1 heure. C'est très courte pause sommeil. C'était des pauses sommeil avec du sommeil vraiment profond. Et j'avais pas de mal à me réveiller et à repartir. Alors je repartais évidemment en marchant, j'étais pas très rapide. Mais voilà, ça me permettait d'avoir une meilleure concentration ensuite et de repartir dans de meilleures dispositions. Alors côté mental, quand on parle d'érosion de la volonté, de sentiment de solitude,
Alors c'est vrai que pendant pas mal de temps, avant même de de retrouver mon pacer Julien au kilomètre 97, donc j'ai été confronté à la nuit seule, j'ai été confronté à de longues heures sur les pistes DFCI en marchant, donc en mettant beaucoup de temps, et en étant seul, même des fois je me posais seul pour dormir un petit peu ces fameuses 5 minutes. Mais bon, j'avais une playlist dans les oreilles, de la musique, et ça m'a aidé un petit peu à rester, suffisamment concentré et motivé pour poursuivre. Ensuite, j'avais très envie d'aller au bout de cet ultra trail. Ça, c'était quelque chose que je m'étais donné comme objectif, d'être finisseur. Que Julien soit là ou pas, c'était quelque chose dans ma tête, il était évident que je devais aller au bout. Voilà, pour moi, c'était une évidence. J'avais préparé ça, pas de façon optimale, mais en tout cas, le fait de prendre un peu sur ma vie de famille, de faire ce sacrifice financier pour participer à la course, eh bien tout ça a fait que je ne me donnais pas le droit de ne pas aller au bout. Ensuite, pour ce qui est... Donc j'ai pas eu de montagne russe émotionnelle. Et puis aussi, quand je parle du mental, le fait de rejoindre Julien, ça a été un game changer. Ça a tout changé vraiment. On a partagé en fait 17 heures ensemble à peu près. Et toutes ces heures, en fait, ça a été des heures de discussion, de partage. Vraiment, je le remercie infiniment. Parce que finalement... d'être comme ça accompagné, ça m'a permis de ne plus penser à l'effort, ça m'a permis de ne pas être dans le questionnement, dans le doute, et puis voilà, on a partagé beaucoup de choses privées, intimes, qui resteront évidemment entre nous, mais ça a permis de renforcer nos liens. On se connaissait déjà un petit peu, mais voilà, ça a permis vraiment de cimenter ce lien d'amitié. Et ensuite, donc il y a l'aspect logistique équipement. Donc j'ai fait une petite vidéo que j'avais postée sur les réseaux. Je vous la reposte. Il y a eu des petites modifications par rapport à ce que j'avais mis dans le sac, c'est-à-dire que il y avait des choses un peu encombrantes, comme la doudoune qui était trop encombrante, donc j'ai pris quelque chose de plus léger, un coupe-vent qui était plus léger, mais j'avais pris aussi du coup un t-shirt long en plus pour me dire si j'ai froid, ça servira. Et tout ça, c'était suffisant et largement suffisant pour être bien. Au niveau de l'équipement, ce que je ne regrette pas, c'est d'avoir pris ma frontale Stutz plus la batterie, plus une autre frontale Decathlon là, qui éclaire bien. Parce qu'au final, je pensais pas passer 2 nuits. Moi, l'idée, c'était de me dire, si jamais ma frontale principale a un défaut, pas simplement la batterie, mais un défaut général, et que même en mettant la deuxième batterie, elle ne marche plus, ça aurait ruiné toute ma course. Donc je trouve que c'est un peu dommage de préparer une épreuve aussi longue, et puis finalement d'arriver et se rendre compte qu'on a un problème. Alors d'ailleurs, une petite anecdote que je voudrais vous partager, c'est que en prenant la navette qui nous amenait donc du lieu de... en fait, l'arrivée et le départ n'étaient pas au même endroit. Mais le lieu d'arrivée, à partir de là, on allait chercher une navette, moi que j'ai prise vers 20h40, quelque chose comme ça. Et on a un coureur qui est dans la navette, s'est rendu compte que sa frontale ne fonctionnait pas. Donc il a dû partir vite au village qui était à peu près à 5 minutes en courant pour aller récupérer une autre frontale, revenir au bus. Le chauffeur était pas très content parce que ça décalait tout ça. Mais après, pour ce qui est des autres coureurs dans le bus, on a été totalement compréhensif. Enfin, moi, personnellement, je trouve normal qu'un coureur qui se rend compte que finalement, il va pas pouvoir courir à cause de sa frontale, on va pas lui dire non, écoute, c'est tant pis pour toi. Donc, il nous a remercié d'ailleurs, en rentrant dans le bus, de l'avoir attendu et de lui avoir permis de récupérer sa frontale. Donc on peut vite avoir des petits soucis de matériel, et la frontale évidemment ça c'est un indispensable, et donc j'étais content d'avoir ces 2 frontales de qualité, puisque ma première frontale en fait elle n'a pas tenu toute la première nuit. Je pense que c'est vers 4h du matin où la batterie a lâché. Et au lieu de mettre la deuxième batterie de ma Stutz,
Je me suis dit, je la garde au cas où. J'ai utilisé la frontale Décathlon que j'ai tenue à la main pour terminer les 2 heures, 2 heures et demie qui me séparaient du lever du soleil. Alors quand on parle logistique, évidemment, c'est bon, il y a tout ce qui est équipement, ce qu'on a sur soi. Moi, le collant, comme je vous ai dit, la première nuit, c'était trop chaud, mais j'allais pas m'arrêter pour me changer, ça aurait été une perte de temps. Et au final, voilà, j'avais de quoi être plus léger, mais enfin, plus léger, moins couvert des jambes, mais bon, je suis resté sur mon collant. Ensuite, c'est vrai que tout ce qui est traitement des pieds pour éviter les ampoules, tout ce qui est frottement, etc., ça, je ne l'avais pas du tout préparé. Et c'est un peu un regret parce que finalement, sur la deuxième partie de course, enfin sur la partie de course où j'ai retrouvé Julien, où j'ai changé de chaussures, je me suis pas rendu compte, mais en fait, j'ai développé des ampoules. Je m'en suis rendu compte à la fin de l'ultra en enlevant mes chaussures, j'avais d'énormes ampoules. Et puis j'ai eu d'énormes échauffements sous les pieds. Et même en marchant, parfois c'était gênant, j'ai serré les dents. J'allais pas dire à Julien, allez, on s'arrête à cause de ça. Mais voilà, c'était pas optimal. Je regrette un petit peu, même voire beaucoup, de ne pas m'être soucié de mes pieds, puisque quand même c'est l'élément qui est en contact direct avec le sol tout le temps. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais dû faire. Sinon, j'avais pris des bâtons. Donc les bâtons, ils m'ont servi quasiment tout au long de cette ultra trail. Je regrette absolument pas de les avoir pris. Ça a été une aide, ça m'a soulagé mon tendon d'Achille, puisqu'il était quand même sur une échelle de 0 à 10 quand je suis parti, et que dès que j'ai pris le départ de la course, je l'ai senti et j'étais déjà sur du 4-5 sur 10, donc c'était pas terrible. Puis ça s'est un petit peu calmé au fil du temps, mais les bâtons m'ont permis vraiment de réduire cette gêne et cette douleur ressentie. Donc même en descente, pourtant je les avais pas trop utilisés à l'entraînement, mais finalement instinctivement j'ai su comment les utiliser pour soulager tout ce qui est donc tendons et alors tout ce qui est quadriceps aussi. Mais ça j'ai rarement eu des problèmes à ce niveau-là. Mais voilà, clairement les bâtons c'est très utile. Pour ce qui est des barrières horaires, pas de souci, j'avais de la marge. Bon, j'ai pas fait une course formidable, faut dire la vérité. Vous verrez combien je termine au final. Mais voilà, ce qui est barrière horaire, il n'y a pas eu ce souci-là. Ça n'a jamais été quelque chose qui a été un facteur de stress. Je savais que ça passait. Et puis, quand j'ai retrouvé Julien, j'étais encore plus confiant sur le fait que lui allait me pousser suffisamment pour ne pas justement être dans ce stress-là, d'avoir ces barrières qui sont là et qui sont vraiment une épée de Damoclès. Donc cette gestion-là était plutôt bonne et il n'y a pas eu de soucis à ce niveau-là. Alors en termes de matériel, il y a d'autres choses, des petites choses auxquelles on ne pense pas nécessairement, mais bon, il a fait chaud, il a fait beau, ensoleillé. J'avais des lunettes de cycliste que j'ai mis au-dessus de mes lunettes, voilà. Et ça, c'était bien parce que contrer la luminosité, ça permet de contrer un petit peu la fatigue. Enfin, en tout cas, psychologiquement, c'est ce que j'ai ressenti. Et puis aussi, j'avais donc la casquette et ça, c'est quand même très utile aussi. Et puis voilà, au niveau du matériel, j'ai pas tellement d'autres choses. Le sac, je le connaissais très bien, donc ça, c'était pas un souci. J'avais mes 2 flasques de 60 centilitres et Julien m'a bien aidé donc à les recharger. Ça, c'était mentalement, c'était très utile. Sinon, je vois pas tellement d'autres éléments. Bon, la montre évidemment pour savoir un peu où on en est. Et puis le téléphone, alors j'avais un téléphone qui était lourd, mais l'avantage du téléphone, c'est de pouvoir contacter mon pacer avant d'arriver. Donc Julien était informé. Et puis aussi de pouvoir communiquer de temps en temps avec ma famille ou des amis. Je ne l'ai pas fait tant que ça, je voulais quand même vivre l'aventure sans être trop raccroché à des choses de la vie courante, on va dire.
Mais voilà, ça c'était utile. Et puis j'avais pris aussi une GoPro, donc tout ça évidemment ça pèse, mais je voulais vous faire vivre aussi un petit peu quelques images de l'intérieur. Je pense que vous avez peut-être hâte de voir ces images-là. Il n'y en a pas tant que ça, parce que évidemment que quand on est en course, on n'a pas toujours la lucidité de dégainer, entre guillemets, ce type de matériel. Et puis voilà, ça veut dire le sortir du sac. Alors j'avais aussi une ceinture ventrale souple dans laquelle j'avais mis justement mon portable, donc il était tout de suite accessible. Et j'avais la GoPro. Après, Julien aussi de temps en temps m'a déchargé en prenant la GoPro. Mais voilà, c'est des choses qui étaient indispensables aussi pour pouvoir documenter cette petite aventure. Alors, les obstacles à ma préparation, ils ont été assez nombreux. Donc le premier obstacle, ça a été les migraines. Depuis le Covid, j'ai développé pas mal de migraines qui sont assez invalidantes, qui durent 48 heures en général, avec des nausées, des vomissements. Et ça, durant ma préparation, ça n'a pas du tout aidé. J'en ai eu pas mal et voilà. Donc ça a fortement impacté cette préparation. Après, il n'y a pas eu que les migraines, évidemment. J'ai eu d'autres choses qui sont intervenues. Et en particulier, le manque de temps. Alors le manque de temps, on est nombreuses, je pense être dans mon cas. Quand on a une vie de famille chargée, quand on a les contraintes professionnelles, tout ça, ça joue. Et il faut savoir que moi, j'habite assez loin de mon travail, donc j'ai beaucoup de routes à faire. Et cette route fait que, voilà, après le travail, je pouvais pas m'entraîner directement. Alors, c'est pas d'hier, hein, c'est vrai que ça fait maintenant quelques temps que j'habite en montagne, mais je n'ai pas pu effectivement m'entraîner comme je l'aurais souhaité. Et puis voilà, c'est comme ça, et on fait avec, et on peut pas s'en plaindre. Il fallait que je compose avec ce manque de temps. Alors, en dehors du manque de temps, il y avait également le manque de motivation. À un moment donné, la période hivernale a duré assez longtemps ici. Le temps n'a pas été terrible, et j'avoue que avec la nuit qui tombait tôt, j'étais très peu motivé. Je rentrais tard le soir, il faisait nuit, et c'est quelque chose qui fait que voilà, par rapport à la ville où on peut avoir les lumières qui permettent de s'entraîner, là c'était pas le cas. Après, il y a eu cette fameuse douleur au tendon qui m'a bien handicapé au point que le matin, j'arrivais même pas à descendre les marches des escaliers. Salut la compagnie, moi je suis Achille Tendon, le tendon d'Olivier, et tu vas en baver mon petit gars, je te le dis, on va pas s'inflammer mais quand même. Donc, Si, on même va si c'est s'enflammer. chronique, depuis des années, ça m'a vraiment handicapé. Après, j'ai eu beaucoup de fatigue aussi. Je l'explique pas forcément. Bon, il y a eu ce mois de novembre très très chargé où j'étais pratiquement à 200 km semaine, où là, effectivement, j'ai généré énormément de fatigue. Et ça a évidemment entraîné ensuite du désentraînement, mais c'était, voilà, c'est un peu c'est la conséquence immédiate de tout ça. Je ne sais pas comment je vais aller au bout de ce 160 km avec aussi peu d'entraînement. Et je suis pas rassuré. Je suis pas du tout rassuré. J'ai déjà essoufflé, j'ai à peine commencé, ça fait 2 minutes que je marche. J-2, je peux vous dire que je fais pas le malin là, J-2. Ça fait, ouais, donc depuis le 31 mars que j'ai rien fait, hein. J'avais pris une petite vidéo où je marche et où je trotte, mais en fait ça a duré 5 minutes. Donc non, j'ai vraiment rien fait pour épargner le tendon. Et puis voilà, là, tranquillement, on va attendre que la course arrive, hein. Et puis on va compter sur la chance. Et puis surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai la chance immense d'être accompagné sur les 65 derniers kilomètres par un copain qui est un très bon trailer par ailleurs. Et il me fait l'honneur de m'accompagner donc sur la fin de course. Et ça, c'est vraiment une chance immense.
parce que en fait dans l'idée, pour moi ça va être plus du partage que de la performance. Et puis aussi la découverte d'un territoire. Je connais pas trop les alentours là, enfin tout ce qu'on va explorer en courant. Donc voilà, Grimaud et puis le massif des Morts, c'est pas vraiment un endroit que je connais. Donc on y va pour la découverte et pour le partage. À très vite. Voilà, ça y est, on y est. Comment dire, c'est c'est toujours beaucoup d'angoisse, un ultra, c'est toujours l'idée qu'à un moment donné, on va aller un peu dans la souffrance. Je sais, moi, que musculairement, à chaque fois que j'ai fait des ultra trails, eh bien, c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai eu cette problématique-là de plus pouvoir avancer ou d'être vraiment bridé à un moment donné parce que les muscles ne suivent plus, quoi. Et donc là, avec en plus l'entraînement très approximatif, c'est sûr que les interrogations sont multiples. Et puis aussi, il y a cette nuit à passer, et cette nuit à passer, elle me rassure pas non plus, parce que j'ai vraiment besoin de mes 6, 7, 8 heures de sommeil. Et là, je sais que c'est l'inconnu, voilà, même si j'avais fait le Nice by UTMB en septembre, que la nuit s'était plus ou moins bien passée. J'avais quand même eu un bon petit coup de barre qui m'avait obligé à me mettre sur le côté et à dormir voilà, à l'arrache, on va dire. Bon ben voilà, je vais me reposer un petit peu. Il est 17h, je vais essayer de dormir me reposer jusqu'à 18. Et vous voyez, j'ai trouvé le super bon plan, c'est que il y a absolument personne dans le gymnase. Et j'ai demandé s'ils pouvaient m'installer les matelas. Ce qu'ils ont fait, ils ont été super sympas. Donc c'est top. Alors voilà, le départ va être donné. Je fais une photo souvenir avec Ludo Collet, la voix de l'Ultra Trail, la voix du trail, celui que l'on retrouve chaque année à l'UTMB pour animer magistralement toutes les courses. Et donc voilà, c'était un honneur de pouvoir prendre cette photo avant le départ. Et il s'est prêté très gentiment au jeu. Voilà, c'est quelqu'un de très accessible, très humain, et j'ai été vraiment fier de prendre cette photo avant le départ.